Donc je vais pendant une demi-heure, 40 minutes, vous parler d'une héroïne épique qui appartient à la tradition arabe, qui est, je crois, relativement peu connue. Je vais expliquer pourquoi dans quelques instants, et qui s'appelle en arabe Hunaitra, Hunaitira ou Hunaitra, selon les versions, et qu'on surnomme dans les textes épiques la guerrière noire. Et je vais essayer, à travers ce personnage, de souligner quel rôle joue ou jouait, puisque c'est hélas un art en voie de disparition dans le monde arabe, mais quel rôle jouait le genre épique dans la société traditionnelle, c'est-à-dire quels espoirs ces épopées, lorsqu'elles étaient chantées ou racontées, pouvaient donner à la population. Alors, j'ai choisi de vous parler d'une femme légendaire. Cela dit, avant de parler d'elle, je dois vous dire que si j'ai proposé un personnage légendaire, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de femme remarquable en chair et en os dans la société arabe, loin de là. Et puisqu'on va surtout vous parler de femmes de lettres, j'aurais pu aussi vous parler d'auteurs tout à fait contemporains. Je n'en citerai que deux qui appartiennent à des générations assez différentes. La première s'appelle Nawal Saadawi. C'est une Égyptienne. Elle est née en Égypte en 1931. Elle est connue pour être une grande figure à la fois du féminisme et de la gauche politique égyptienne. Elle est l'auteur de nombreux romans, de pièces de théâtre, d'essais, de récits autobiographiques aussi, notamment un livre très intéressant qui s'appelle « Souvenirs de la prison des femmes », dans laquelle elle raconte son incarcération en Égypte dans une prison avec d'autres femmes. Et alors, certaines de ses œuvres ont été traduites en français, notamment une de ses pièces de théâtre, Isis, parue en 2005 en français, et qui, si vous voulez, revisite dans une perspective féministe et féminine le mythe d'Isis et d'Osiris, en montrant comment Isis a été dépossédée de ses droits par les hommes. Et c'est évidemment une critique déguisée de la société patriarcale égyptienne. Son livre, d'ailleurs, a été interdit. Sa pièce n'a jamais été jouée en Égypte. Elle a été jouée en Belgique, dans notre université notamment, mais pas notamment, uniquement. mais elle n'a jamais été jouée en Égypte, ou en tout cas, peut-être dans les dernières décennies, mais elle avait assisté à la représentation de sa pièce et nous avait confié ce fait-là. Donc j'aurais pu vous parler d'elle. Je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. C'est quelqu'un de très énergique et c'est vraiment une femme réelle. Hein. Donc pour ne pas vous laisser croire que pour parler de femmes dans le monde arabe, il faut se référer aux épopées ou aux légendes. Alors je pourrais vous donner un autre exemple. Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples, mais j'ai choisi de sauter deux générations et de parler d'une autre auteure qui s'appelle Samar Yazbek, qui, elle, est une écrivaine syrienne. Elle est née en 1970 et elle vit depuis quelques années à Paris. Pour quelle raison ? En réalité, à la base, il s'agit d'une romancière. Et elle appartient à la communauté alawite, qui est la communauté qui maintenant encore gouverne Damas et les environs. C'est la communauté à laquelle appartient la famille Assad. Et cette femme a eu le courage, déjà dans ses romans, avant le printemps arabe, de dénoncer le communautarisme dans son pays, et notamment la mainmise de la communauté alawite, dont elle fait pourtant partie, sur tous les rouages du pouvoir en Syrie. Lorsque le printemps arabe a éclaté, elle a publié des reportages dans la presse pour dénoncer la répression du pouvoir. Elle a été emprisonnée, elle aussi. Finalement,
qu'elle appartient à la communauté alaouite. Elle a eu finalement plus de chance que d'autres et a pu quitter la prison. Elle s'est ensuite enfouie avec sa fille et s'est réfugiée en France. Et elle a continué à écrire de la fiction, mais aussi surtout des livres de témoignages. Et je vous présente celui-là parce qu'il a été traduit en français, Feu croisé, journal de la révolution syrienne. Et il s'agit le livre est sorti en 2012, d'un témoignage des premières années de la guerre en Syrie. On fête, on célèbre, je ne sais pas comment il faut dire ça, on commémore la 6e année aujourd'hui de la guerre civile en Syrie. Donc voilà, j'aurais pu vous parler de ces femmes-là, mais pourquoi je me suis tourné vers les épopées? Parce que c'est un de mes sujets de recherche depuis quelques années et que je pense que là aussi, mais pour des raisons différentes, on peut trouver des informations très intéressantes sur la place réelle, idéale ou idéalisée de la femme dans la société arabe. Alors, avant de vous parler de l'héroïne de l'épopée, Huneitra, je dois peut-être vous donner quelques informations générales sur ce qu'on entend par une épopée. Alors vous savez tous bien sûr ce qu'est une épopée, mais ce qu'on entend par épopée dans le monde arabe. Alors le mot qu'on utilise en arabe, c'est sira ou sira sha'biya, une épopée populaire, qui a une série de caractéristiques qui se rapprochent assez fort du genre épique occidental ou j'allais dire universel. Vous pouvez comparer ça avec l'Odyssée, l'Iliade, enfin des récits plus courts comme la chanson de Roland, mais voilà, il y a toute une série d'éléments communs entre tous ces récits. Il s'agit en général d'abord, c'est la première caractéristique, de récits extrêmement longs. Des récits extrêmement longs, pourquoi ? Parce qu'il s'agit à l'origine d'un passe-temps. Avant l'avènement de la radio et puis de la télévision dans le monde arabe, les gens, pour se distraire, allaient dans certains endroits. Alors en Égypte ou en Syrie, ce sont les cafés. Vous voyez ici une photo qui a été prise dans un café à Damas il y a une dizaine d'années avec un conteur. Et ces conteurs racontent les épopées sur plusieurs soirées d'affilée et gagnent leur vie en racontant ces récits. Et c'est une des raisons pour lesquelles ces épopées sont si longues, c'est-à-dire que le récitateur tient son public en haleine pendant 1 mois ou plus pour arriver au bout de son récit. Donc au plus l'épopée est longue, au plus il a évidemment la certitude de gagner sa vie. Et lorsqu'il a terminé le récit de son épopée, il va dans un autre café et il le récite ailleurs. Et pour vous donner une idée de la longueur de ces récits, lorsqu'ils ont été mis par écrit, je vous montre ici un volume de l'épopée dont je vais vous parler aujourd'hui, et certaines éditions en comptent 32. Donc imaginez que l'épopée tient dans 32 fois cet ouvrage. Donc voilà, des récits très très longs, très répétitifs, c'est inévitable. Réciter aussi en langue populaire, c'est quelque chose d'assez important. De manière traditionnelle, la littérature arabe est notée ou récitée en arabe classique, donc l'arabe qui est identique dans l'ensemble de la vingtaine de pays où on parle cette langue. Ici, on a, lorsqu'ils sont récités, en tout cas, lorsque ces épopées sont récitées dans les cafés ou ailleurs, je dis les cafés pour la Syrie et l'Égypte, mais c'est plutôt sur les places publiques ou devant les portes des villes traditionnelles au Maroc, par exemple. Ces récits sont dictés dans une langue populaire, c'est-à-dire au Maroc, il s'agira de l'arabe marocain, en Égypte, de l'arabe égyptien, etc., etc. Donc ces récits sont comptés par un professionnel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui gagne sa vie, comme je vous le disais tout à l'heure, grâce à ces récits. Alors on l'appelle en Égypte sha'ir, ce qui veut dire poète, mais c'est le nom qu'on donne à cette classe de gens en Égypte. Alors en Égypte, c'était traditionnellement essentiellement des gitans qui racontaient ces récits. On l'appelle hakawati au Proche-Orient, comme ici. Au Maghreb, ça dépend, on les appelle haleqi ou vdewi. Mais alors,
hélas, cet art a pratiquement disparu. Si vous allez à Jama el-Fna à Marrakech, vous allez encore trouver des conteurs, mais paraît-il, ce sont souvent de faux conteurs, c'est-à-dire qu'ils connaissent des petits morceaux de récits pour attirer les gens, mais il n'y a plus de grands conteurs professionnels comme on en avait avant. Le seul pays où il subsiste dans une certaine mesure, c'est l'Égypte. On continue d'avoir encore des grands poètes, comme on les appelle là-bas. Alors, il s'agit toujours de récits qui commencent dans la tradition orale, c'est-à-dire qu'avant que ces livres n'apparaissent, pendant plusieurs siècles, le récit existe uniquement de bouche à oreille parmi ces conteurs professionnels. Alors ici, évidemment, il s'agit d'une version imprimée. On a des manuscrits médiévaux et puis on commence à la fin du 19e siècle à en faire des lithographies et des versions imprimées. Il s'agit d'une série de cycles héroïques assez compliqués. On commence, donc tout tourne autour d'un auteur, d'un héros, et parfois de sa descendance. Et on commence bien sûr par raconter l'enfance du héros, son adolescence, et puis le moment où il passe une série d'épreuves qui font de lui un héros accompli, jusqu'à sa mort. Et lorsque le héros meurt, on continue à raconter l'histoire de sa descendance. Ces récits ont souvent un fond historique, c'est-à-dire que Hunaitra, dont je vais vous parler aujourd'hui, est la fille d'un autre héros, beaucoup plus connu, qui s'appelle Antar, ou Antara, et qui est en réalité un poète arabe qui vraisemblablement a existé, ou en tout cas, on a recueilli de lui une série assez impressionnante de poèmes. Alors, on a dans la tradition arabe une série de 7, 9 ou 10 poèmes qu'on appelle en arabe les mu'allaqat, ça veut dire les poèmes suspendus, qui sont attribués à 7 poètes différents qui ont vécu avant l'avènement de l'islam dans la péninsule arabique. Donc on est entre le 6e et le début du 7e siècle. Et donc ces poètes donc, ont produit des œuvres qui jusqu'à maintenant sont considérées comme les canons de la poésie arabe. L'un de ces poètes s'appelait Antara, et on a quelques éléments biographiques autour de ce poète. On nous raconte qu'il était le fils d'un chef de tribu, une grande tribu qu'on appelait la tribu des Habs, et le chef de cette tribu s'appelait Shaddad. Il avait capturé une esclave éthiopienne qui lui avait donné plusieurs enfants, dont Antar. Et Antar est né esclave, puisqu'il était le fils d'une esclave, et il est né aussi avec la peau noire. Et c'est un élément évidemment fondamental dans cette épopée, mais ça, c'est ce que nous disent les récits historiques qui nous parlent du poète. On retrouve ces éléments historiques dans l'épopée aussi, c'est-à-dire que donc, c'est un peu comme la chanson de Roland dans laquelle vous avez des personnages historiques, mais c'est exactement la même chose dans l'épopée. Le récit lui-même n'est pas historique, il ne se réfère pas toujours à des faits qui ont réellement existé, mais le personnage, lui, a bien une existence historique. L'autre grande épopée arabe, qu'on appelle l'épopée des Banu Hilal, qui est racontée essentiellement qui se passe en Tunisie et qui est racontée un peu partout dans le monde arabe, s'inspire elle aussi de faits historiques. Au XIe siècle, on a une tribu, les Banu Hilal, qui quitte la région de Najd dans la péninsule arabique à cause d'une grande sécheresse. Ils arrivent en Égypte, où ils essayent de trouver refuge. Les Égyptiens ne veulent pas d'eux et leur disent « mais allez jusqu'en Tunisie », je résume, je schématise, vous allez trouver des territoires verdoyants de ce côté-là, la Tunisie à l'époque étant en sécession avec l'Égypte. Et donc les Banu Hilal arrivent en Tunisie et vont conquérir la région. Donc ça c'est un fait historique, il est connu, on a des sources arabes qui nous en parlent. Et il y a effectivement une tribu qui s'appelle la tribu des Banu Hilal qui va arriver en Tunisie, mais on en fait une épopée qui n'a plus grand-chose à voir avec les faits historiques. Alors, ce sont des récits qui alternent en général prose et poésie, c'est-à-dire que lorsque le narrateur explique ce qui se passe dans le récit, il le fait en prose, mais très souvent les dialogues entre personnages sont rendus sous forme de vers poétiques. Alors, ces vers sont très souvent chantés.
Et puis, une autre caractéristique, il y a beaucoup d'éléments surnaturels qui apparaissent dans ces épopées. Alors, elles sont très nombreuses, les épopées. Je vous ai mis en bleu les deux premières parce qu'elles sont les plus connues, celle de Antar et celle des Banu Hilal. Je les ai mises en bleu parce que ce sont celles pour lesquelles on a des versions écrites et encore des versions orales. C'est-à-dire qu'on a pu, dans différents pays arabes, enregistrer des gens qui racontaient ces deux épopées. Après, toutes celles qui suivent, on les connaît essentiellement par des versions écrites comme celle-ci ou par des manuscrits, mais elles n'ont plus laissé de traces au XXe siècle dans la tradition orale. Et je vous ai mis en rouge une épopée en particulier, c'est celle de Dhat el-Himma. Pourquoi ? Parce que c'est une épopée exclusivement féminine. Enfin, exclusivement féminine. Il y a bien sûr beaucoup d'hommes qui ont un rôle dans cette épopée, mais le personnage central, c'est une femme. Et donc c'est la seule épopée qui porte pour titre un personnage féminin. Tandis que l'épopée dont je vais vous parler aujourd'hui, si vous voulez, je triche un peu, c'est le dernier volume de la longue épopée de Antar. Donc vous avez une trentaine de volumes, alors dans cette édition-ci, il y en a moins, mais donc vous avez une dizaine de volumes qui sont consacrés au héros, Antar, et puis le tout dernier volume, mais c'est quand même quelques centaines de pages, est consacré à sa fille, Hunaitra, et si vous voulez, ses exploits à elle représentent une épopée à l'intérieur de l'épopée. Alors je ne vais évidemment pas vous résumer toutes ces épopées. Ici vous avez un poète, comme on les appelle en Égypte, du sud de l'Égypte, qui raconte, lui essentiellement, l'épopée des Banu Hilal, et il a un instrument caractéristique qu'on appelle le rabbab, qui est un instrument à cordes avec archet, qui l'accompagne lorsqu'il chante les dialogues dont je vous parlais tout à l'heure. Mais bon, je ne vous ai pas encore beaucoup parlé de femmes jusqu'ici. Or, vous êtes venus écouter, justement, vous êtes venus pour entendre parler des femmes. Alors, les femmes, dans les épopées arabes, elles jouent des rôles assez différents. Je dirais qu'en schématisant, parce qu'en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, on a deux types de femmes jouant des rôles importants dans les épopées. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les bien-aimées, c'est-à-dire les femmes qui jouent un rôle qui est le rôle qu'on attend d'elles dans la société. C'est-à-dire que ce sont des bonnes épouses, fidèles, qui restent au foyer, qui conseillent leur mari. Et donc elles ont un rôle, je dirais, de femmes traditionnelles. Et quand je dis de femmes traditionnelles, ça vaut pour la société arabe de l'époque, puisque ces épopées se passent de l'époque pré-islamique à l'époque médiévale, mais c'est exactement la même chose, évidemment, à l'époque dans la société occidentale. Et je prends 4 épopées différentes, et vous avez 4 femmes qui jouent un rôle central dans chacune de ces épopées. Alors, dans l'épopée de Antar, le premier personnage, c'est Habla. Alors, je suis désolé, il y a une petite faute ici. J'ai rajouté ça tout à l'heure en tapant un peu trop vite. Alors, qui est Habla? C'est la cousine de Antar. Et pourquoi joue-t-elle un rôle central dans l'épopée? Eh bien, parce que pendant une grande partie du récit, Antar va vouloir épouser sa cousine. Et en réalité, sa cousine lui est refusée. Pour quelle raison? Je vous l'ai dit tout à l'heure, Antar a hérité de sa mère la couleur de sa peau, mais surtout son statut d'esclave. Et il va grandir comme un esclave. Donc, bien que son père soit libre, comme sa mère est une esclave, il va grandir en tant qu'esclave. Et il va s'illustrer lors d'une bataille, c'est-à-dire qu'un jour, une tribu adverse va venir attaquer le campement des Bani Habs, sa tribu, et la tribu des Bani Habs est en train de perdre la bataille. Et donc Shaddad, le père de Antar, va chez lui et lui dit « Viens te battre avec nous ». Et il lui répond « Tu m'as toujours dit que j'étais un esclave destiné à m'occuper des chamelles, alors moi je m'occupe des chamelles, je ne me bats pas ».
Et en fait, si le père de Hantad lui propose de se battre, c'est parce qu'il avait remarqué ses capacités physiques depuis qu'il était enfant. Alors dans la légende, on nous explique qu'il étrangle des lions exactement comme Héraclès entre ses bras. Il tue son maître d'école, ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il n'est pas d'accord avec lui, etc. Enfin voilà, il y a toute une série de... Et donc il vient chez Hantad et il lui dit bats-toi avec nous. Et donc quand Hantad refuse, son père lui dit bats-toi et tu seras un homme libre. À ce moment-là, il va se battre avec son père, vous devinez la suite, il remporte la bataille et il devient un homme libre. Mais même en devenant un homme libre, il reste, si vous voulez, prisonnier du statut d'esclave de sa mère, et donc il reste rejeté par la tribu. Il va tomber amoureux de sa cousine, Abla, et on a beaucoup de récits comme ça dans la tradition arabe, et évidemment, son oncle ne veut pas donner sa fille à quelqu'un qui est bien sûr un homme libre, mais qui est un fils d'esclave et qui a la peau noire. Alors, mais il n'ose pas le lui dire directement, donc il va lui dire tu peux l'épouser à condition que tu ramènes 100 chameaux. Alors c'est des chameaux qu'on appelle des chameaux à saphir, c'est un type de chameau particulier qui sont très loin, etc. L'oncle évidemment en disant ça est persuadé que Hantad ne saura jamais les ramener, et vous vous en doutez, il va ramener les 100 chameaux et il va finalement pouvoir épouser Abla, etc. Mais donc vous voyez qu'elle a un rôle moteur dans le récit, mais de femme traditionnelle, c'est-à-dire de bonne épouse, etc., etc. Un autre personnage de femme assez traditionnelle dans l'épopée des Bani Hilal, donc une autre épopée, c'est Jazia. Alors Jazia, c'est la femme que vous voyez ici. Dans l'art, en Tunisie notamment, on trouve beaucoup dans ce qu'on appelle les arts populaires des représentations de ces femmes et de ces hommes. La toute première dia que je vous avais montrée appartient aussi à cet art populaire. Et Jazia, c'est aussi une femme qui ne se bat pas, mais qui est extrêmement rusée, c'est-à-dire que sa qualité principale, c'est la sagesse. Et lorsque les hommes doivent prendre une grande décision, ils se rendent auprès de Jazia pour savoir ce qu'ils doivent faire. En même temps, c'est elle qui va se sacrifier pour sa tribu, c'est-à-dire qu'à un moment, on va lui proposer un mariage avec un homme dont elle ne veut pas, mais elle va accepter ce mariage parce qu'elle sait que ça va sauver sa tribu. Donc, toutes ces femmes ont un rôle bien rangé, traditionnel, donc elles ont un rôle positif, mais qui est lié au statut qu'on attend d'elles dans la société. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais multiplier les exemples. On a une autre épopée moins connue, celle de Hamza, où Mahritkar joue, donc c'est une femme, joue un rôle assez similaire. Et dans une autre épopée, celle de Firuz Shah, c'est le rôle aussi de Ain el-Hayat, donc ce qui signifie, ce n'est pas anodin, la source de la vie en arabe, et qui représente bien donc la maternité, etc. Le rôle très traditionnel de la femme. Mais toutes les femmes dans les épopées n'ont pas ce rôle très traditionnel, loin de là. Vous avez, et en réalité les épopées ont fourni ce qu'on appelle les femmes guerrières. Alors, dans l'épopée de Hantad dont je vais vous parler aujourd'hui, elles sont très nombreuses. Vous avez Rabab, Jaïda, Ramra, Haïfa, Zarqa. Toutes ces femmes sont des femmes qui se comportent comme des hommes. C'est-à-dire qu'elles portent une armure, elles ont une épée, une lance, et non seulement elles se comportent comme des hommes, mais en réalité, elles battent systématiquement les hommes. C'est-à-dire que chaque fois qu'elles entament une bataille, en général, elles arrivent à leur fin. Ce qui est symptomatique aussi, très souvent, on ne sait pas que ce sont des femmes, c'est-à-dire qu'elles s'habillent comme des hommes. Elles portent un turban pour cacher leurs cheveux, l'armure cache ce qui pourrait trahir leur féminité, et souvent elles ne montrent leur féminité que dans des cas particuliers. Par exemple, lorsqu'elles tombent amoureuses, parce qu'on parle beaucoup d'amour dans ces épopées, lorsqu'elles tombent amoureuses d'un guerrier, elles enlèvent leur voile pour séduire et pour déstabiliser en même temps leur ennemi. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, elles ne se dévoilent pas et elles proposent un duel et elles disent celui qui gagne ce duel sera celui qui décidera du sort de l'autre. Et en général, elles gagnent le duel et elles tuent leur ennemi masculin. Vous voyez, mais elles ne le tuent pas toujours. Des fois, elles l'épousent. Enfin, ça dépend.
tout est possible. Alors vous avez des reines guerrières aussi dans l'épopée de Baybars, et vous avez les femmes de Abd el-Wahhab, l'un des héros de l'épopée féminine dont je vous parlais, Zat el-Himma, qui sont toutes des femmes qui se battent. Mais donc la femme qui nous intéresse en particulier, c'est Hunaitra. Alors avant de vous parler d'elle, je vous ai déjà un peu parlé de son père, comme je vous le disais tout à l'heure, donc dans cette épopée qui s'est vraisemblablement constituée autour du 8e siècle, donc c'est très ancien. Hein. Ce texte-ci ne remonte pas au 8e siècle, mais l'original qui a donné lieu à celui-ci est probablement raconté au moins dès le 8e siècle. On le sait par des sources historiques. On n'a pas de texte de l'épopée qui soit aussi ancien, mais on a des sources qui les mentionnent. Et le personnage central, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Antar, fils de Shaddad, et fils de Zabiba, l'esclave éthiopienne. Alors, point important, on apprend à un moment, dans les sources historiques, on nous dit juste qu'il est le fils d'une esclave éthiopienne. Dans l'épopée, il faut arriver à 32 tomes, donc il faut rajouter force détail, on en raconte qu'en réalité, sa mère, mais on le sait très tard dans l'épopée, elle est présentée comme une esclave parce que c'est comme ça qu'on l'a trouvée dans la péninsule arabique, mais en réalité, lorsqu'elle vivait en Éthiopie, c'était bien sûr une reine. Donc elle appartenait à la haute société. Ce qui symboliquement est important parce que ça veut dire que le héros, qui est censé être le fils d'un chef et d'une esclave, et en réalité, il a quelque part une double ascendance royale, mais l'une d'entre elles est cachée. Alors il est amoureux de sa cousine Habla, je vous l'avais dit, et il voyage dans l'ensemble du monde connu à l'époque, alors avec des anachronismes, mais qui ne posent aucun problème au conteur. Alors prenez les épopées européennes, c'est exactement la même chose, hein. Mais vous avez plein d'anachronismes qui jouent un rôle important dans les épopées. Mais donc il va se battre à Byzance, il va se battre au Soudan, en Éthiopie, il participe aux croisades, bien qu'il vive à la période pré-islamique. Alors on pourrait se dire, c'est parce que les conteurs ne sont pas très lettrés, etc. On se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Ils avaient une très bonne culture, mais c'est souvent une manière d'ancrer leur récit dans ce que l'auditoire veut entendre. Et pour vous donner un exemple, je vous parlais de l'épopée des Banu Hilal, hein, donc l'invasion de la Tunisie par les Arabes. On a une version libyenne qui date de l'époque coloniale où l'ennemi, ce n'est pas une tribu berbère comme dans l'original, mais des Italiens en fait. Hein, parce que l'Italie occupait la Libye. On a une autre version où les héros se battent avec des kalachnikovs. Hein. Alors, il est évident que le conteur sait très bien qu'il fait là un anachronisme, mais c'est pour, si vous voulez, attirer le public. C'est en tout cas une des fonctions. Alors que dans les textes historiques, Antar est amoureux de sa cousine uniquement, puisqu'il faut tenir 32 tomes, dans la version épique, il rencontre des tas de femmes différentes et il laisse des enfants un peu partout, dont un certain Joufran d'ailleurs, et Joufran, c'est un prince un enfant qu'il va avoir avec une princesse franque, et Joufran, c'est très vraisemblablement la déformation de Godefroy de Bouillon en réalité. Donc vous voyez, encore un anachronisme, mais voilà, c'est assez intéressant. Et peu avant sa mort, il va séduire une femme qui s'appelle El Haïfa, et c'est la mère de Hunaitra, dont je vais vous parler. Alors, je vous le disais, il y a plein de femmes guerrières dans cette épopée. Habla n'est pas une femme guerrière, je vous avais dit que c'est une femme qui normalement mène une vie de femme au foyer, etc. Cependant, on a quand même une exception. Vous avez une scène ici qui est le meurtre d'Asdashir, le fils de Khosroès, un roi perse, et qui est perpétré par Habla. Donc il y a quand même des moments dans certaines versions de l'épopée où elle a un rôle de femme guerrière, mais généralement, ce n'est pas le rôle qui lui est attribué. Et on a, à côté de ça, toute une série de femmes, Rabab, Jaïda, Ramra, qui sont toutes des femmes que Antar va rencontrer sur son parcours et auxquelles il va se mesurer. Donc il va se battre avec toutes ces femmes. Comme je vous le disais, Rabab, par exemple, c'est une reine à la base. Il va se battre contre elle et il va se battre également contre El Jaïda, qui s'habille comme un homme. Mais le personnage probablement le plus intéressant, c'est Ramra, que je cite ici, parce que c'est exactement le double de Antar. C'est-à-dire que
d'après le récit. Donc Ramra va se battre contre Antar, mais on apprend qu'elle a beaucoup de points communs avec lui, et notamment, elle est née de l'union d'un père noble, mais qui ne veut pas la reconnaître, et d'une femme esclave noire aussi. Ça veut dire que Ramra, elle est comme Antar, elle est exactement son double. Elle est noire de peau, et elle est fille d'un noble et d'une esclave. Alors finalement, Antar réussit à battre Ramra, et alors ce qui se passe souvent quand l'ennemi ne tue pas son adversaire, ils ont une union plus ou moins forcée, et un enfant va naître de cette union. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'épopée, cette fois-ci, c'est Ramra qui refuse de reconnaître le fils, parce qu'elle considère que son fils est illégitime. Venons-en à notre héroïne principale, Huneitra. Donc, comme je vous le disais, elle est la fille de Antar et de El Haïfa, qui est aussi une femme guerrière. Donc, elle est née d'un père et d'une mère qui sont tous les deux guerriers. Elle a des points communs avec son père, et notamment le fait qu'elle ait la peau noire comme lui. Alors, elle est élevée comme un homme, et elle reproduit exactement le comportement de son père. C'est-à-dire que dès qu'elle est enfant, elle tue des animaux sauvages qui veulent attaquer le campement, elle tue des ennemis, etc., etc. Et puis surtout, c'est à elle que va incomber la vengeance de son père. Et pour ça, elle va se battre à la fois contre des hommes et des femmes. Mais je crois que le point le plus important, c'est sa conversion à l'islam. Et là, on a quelque chose d'assez original. Donc cette épopée, elle se passe à la période pré-islamique, avant l'avènement de l'islam. Or, on sait par différents éléments que les personnalités religieuses n'aimaient pas trop qu'on raconte ces récits dans les villes. Je vais revenir là-dessus plus tard. Et ça lui donne un rôle évidemment prépondérant. Alors, il y a 4 éléments qui sont récurrents dans toutes les épopées arabes. C'est la question de la classe sociale, de la couleur de la peau, de la place de la femme et de la place de la religion dans ces épopées. Et ici, on a, donc Huneitra, cette épopée, résume parfaitement ces 4 éléments. Alors, je vais les prendre un par un. Si je prends la classe sociale, on se rend compte que les héros de la plupart des épopées arabes sont des esclaves affranchis. C'est le cas de Antar, c'est le cas de Baybars. Et en réalité, une théorie qui a été émise, c'est que, comme il s'agit de récits populaires qui étaient racontés dans la rue, etc., à l'époque médiévale, c'était une manière de calmer les tensions sociales. C'est-à-dire que lorsque les esclaves, mais aussi tout simplement les pauvres, écoutaient ces récits, ils pouvaient se dire que, même en étant né esclave, on pouvait faire une carrière et devenir un héros ayant une place centrale. Alors, ça pouvait rester dans l'imaginaire, c'est-à-dire au moins en écoutant cette histoire, les esclaves ou les gens pauvres pouvaient se projeter dans ce futur inexistant, ou bien ils pouvaient imaginer que, puisque Antar est censé être un personnage historique, c'était quelque chose qui avait réellement lieu. La couleur de la peau, beaucoup de héros sont noirs, ce n'est pas seulement le cas de Huneitra, c'est le cas de Saïf, de Abu Zayd, de Abdel Wahab, tous ces gens sont noirs de peau. Et encore une fois, l'idée est de dire que même si vous appartenez, puisque à l'époque le fait d'être noir était souvent associé à l'esclavage, on leur offre, si vous voulez, une libération au moins symbolique à travers ces récits. Alors les femmes, je vous l'ai dit, elles sont omniprésentes dans les épopées et elles ont toujours un rôle central, soit comme bonne épouse, soit dans le cas de Huneitra, comme guerrière. Mais en tout cas, encore une fois, on offre aux femmes, dans ces récits, la possibilité d'avoir un rôle qui n'est pas celui dont elles jouissent réellement dans la société. Donc tous ces éléments leur donnent une espèce de paix sociale, si vous voulez, à la société arabe. Le dernier point, c'est la religion, et je terminerai avec ça. Les épopées, je vous le disais, étaient souvent mal considérées par les pouvoirs religieux. On a plein de sources qui nous l'indiquent. On a même des livres qui interdisent la circulation de ces livres. Et donc, pour légitimer ces récits, il faut introduire la religion, surtout dans le cas de cette épopée qui est censée se passer dans la période pré-islamique.
c'est-à-dire avant l'islam. Donc ça gênait beaucoup le pouvoir religieux qu'on raconte des histoires qui ont lieu à une époque où on ne parle même pas d'islam. Et donc il y a toute une série de stratégies qui sont utilisées, mais dans le cas de l'épopée de Antar, donc on va dire les 31 volumes de l'épopée se passent dans la période pré-islamique. Le dernier volume, la fille de Antar, après la mort de son père, rencontre Mohammed. Donc on est au 7e siècle. Et elle est assez séduite par le personnage historique qu'est Mohammed. Et Mohammed lui dit, Unaitra, si tu te bats dans l'islam comme tu t'es battu dans la Jahiliya, ça veut dire dans la période pré-islamique, je peux t'assurer que Dieu te fera entrer au paradis. Et en fait, que va faire Unaitra? Elle va se convertir à l'islam. Et non seulement elle va se convertir à l'islam, mais elle va se battre aux côtés de Mohammed contre les non-musulmans pour qu'ils se convertissent. Alors c'est très important évidemment parce que ça arrive tout à la fin du récit, mais ça légitime l'ensemble de l'œuvre. C'est-à-dire que puisque un des personnages, à un moment donné, se convertit à l'islam, il donne une légitimité religieuse à l'ensemble du récit, même si, j'insiste là-dessus, ce récit n'a rien de religieux. Mais voilà, ça lui donne un vernis religieux. Cela dit, bien qu'elle se batte comme un homme, qu'il s'agisse d'une femme guerrière, tout va, j'allais dire, entre guillemets, rentrer dans l'ordre avec ce récit-ci, puisque Mohammed, qui est le prophète des musulmans, va conseiller à Unaitra d'épouser son cousin, Al-Khudrouf, et elle refuse d'abord. Et puis lorsque Mohammed lui dit « Écoute, la religion déconseille aux hommes comme aux femmes de rester célibataires, puisque son prophète lui conseille de se marier, elle va accepter de devenir, si vous voulez, une femme comme les autres et de prendre un époux, même si elle n'a pas vraiment choisi cet époux. » Alors, voilà, pour terminer, si j'ai voulu vous parler de cette femme, c'est parce qu'elle, à travers son épopée, elle réalise, si vous voulez, la paix sociale à 4 niveaux. Au niveau ethnique, c'est-à-dire la couleur de la peau, c'est une personne noire mais qui acquiert un statut social qui n'est pas attribué aux noirs d'habitude. Dimension sociale, à la fois au niveau de l'esclavage, puisqu'elle est la fille d'un esclave, mais aussi au niveau du statut des femmes, puisqu'elle est une guerrière, un statut qui normalement n'est pas attribué aux femmes dans cette société. Et dernier point, c'est elle qui joue le rôle central de faire rentrer cette épopée dans une certaine légitimité religieuse. Et donc voilà, vous avez ce personnage parmi d'autres dans les épopées qui, bien qu'il puisse paraître secondaire, a en réalité un rôle social pour valoriser la femme dans l'imaginaire populaire arabe médiéval. Voilà, je vais terminer là-dessus.